Pour la stabilisation du Sahel, un plan d'action commun a été adopté à l'issue de la réunion du comité régional du PCRS. La rentrée scolaire reportée au 4 novembre prochain, état de catastrophe naturelle avancé comme raison, nous avons recueilli l'avis des acteurs de l'éducation. Nous parlerons bien évidemment sport dans ce journal. Samuel Eto'o a été suspendu par la FIFA pour 6 mois. Merci d'avoir choisi TM1 pour vous informer. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. La réunion du comité régional de coordination du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel a été clôturée ce 1er octobre. Après 2 jours de rencontres, le plan d'action commun pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso, pays bénéficiaires du projet, a été adopté. Diana Samaki. C'est dans le cadre du projet communautaire de relèvement et de la stabilisation du Sahel, PCRES, que le comité régional de coordination des interventions tenait depuis hier 30 septembre cet atelier. Le PCRES est un projet sous-régional intégrant le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et chaque année, les équipes de coordination de ces pays membres se réunissent durant 2 jours pour statuer sur l'état d'avancement. C'était de faire le point d'exécution au niveau de chaque pays, les résultats atteints, la revue du cadre de résultats de chacun des projets, passer en revue les activités communes que nous avions décidé de faire ensemble et aussi prendre en compte les comités scientifiques qui ont été créés dans chacun des pays pour réfléchir sur les aspects de gouvernance locale, de cohésion sociale et d'adaptation au changement climatique dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet. Ces projets bénéficient du soutien technique et financier de la Banque mondiale à hauteur de plus de 176 milliards de francs CFA. Depuis son entrée en vigueur, il apporte une assistance aux populations de la région, y compris aux personnes déplacées et aux communautés qui les accueillent. À ce jour, il a atteint plus de 1,2 million de bénéficiaires dans les 3 pays. Malgré les vicissitudes et les difficultés que vit notre sous-région, les résultats obtenus sont satisfaisants. La journée d'hier a été consacrée à la présentation des réalisations effectuées dans chacun des pays bénéficiaires. Ce matin, nous avons planché sur la validation du plan d'action 2024 qui a 3 piliers. Le premier pilier, c'est les données. Le deuxième pilier, c'est la recherche et l'analyse. Et le troisième pilier, c'est le dialogue. Le plus intéressant que nous pouvons retenir dans le cadre des activités menées depuis hier, c'est le partage d'expériences qui a permis à chaque pays, à travers son unité d'exécution de projet du PCRSS, de voir quels sont ses acquis, ses insuffisances et ses lacunes. Chacun a été un enrichissement pour l'autre et c'est une très bonne expérience. Démarré en 2022, le projet communautaire de relèvement et de la stabilisation du Sahel, PCRES, doit se clôturer en décembre 2026. Pour permettre d'assurer la disponibilité des infrastructures scolaires et la sécurité des élèves, la rentrée scolaire 2024-2025 est reportée au 4 novembre prochain. La décision est appréciée par de nombreux acteurs et parents d'élèves. Le focus éducation est signé Soumaïla Fani. À Bamako, l'incertitude de la rentrée scolaire au 1er octobre était perceptible. Depuis plus d'1 mois, environ une centaine d'écoles à travers le pays servent de refuge aux sinistrés des inondations ayant frappé plusieurs régions. Hier lundi, les autorités scolaires ont annoncé le report pour le 4 novembre. Cette nouvelle a été bien appréciée par de nombreux acteurs et parents d'élèves, même si certains regrettent que la décision n'ait pas été prise plus tôt. Il y avait plusieurs inquiétudes que nous en avions. Premièrement, c'est des grandes pluies qui sont annoncées pour la période du mois d'octobre jusqu'au mois de novembre. Mon inquiétude était que quand les enfants sont à l'école et qu'il y ait une grande pluie de ce genre, ça risque de poser beaucoup de dommages et même les parents ne seront pas tranquilles quand ils sont au service. Le premier inconvénient. Le second inconvénient, les inondés sont dans les salles de classe. Nous, en tant que CGS, nous avons pris des dispositions partout. Les dispositions ont été prises, les cours sont nettoyés, tout est fait prêt. Mais le seul regret que j'ai, c'est à la dernière minute que nous avons été informés de cela.
les parents se sont endettés, les pensions ne sont pas encore faites, les salaires non plus. Bon, aussi, il faut on a été obligé d'aller nous endetter pour payer les frais de fourniture de nos enfants. En réalité, nous les promoteurs d'écoles privées, c'est avec un pincement de cœur que nous l'avons accueilli. Parce que nous pensons que généralement, gouverner, c'est prévoir. Donc, on aurait dû chercher des solutions au moins il y a quelques semaines pour éviter cette situation. Parce que le report de la rentrée, ça peut avoir des conséquences un peu maintenant sur l'apprentissage de l'année scolaire parce que c'est 9 mois. Mais cependant, quand vous regardez la décision, elle est fortement justifiée parce que d'après nos informations, ce sont des centaines d'écoles qui sont occupées par des sinistrés. Donc, en réalité, c'est fondé, c'est justifié aussi. Pour mettre à profit ce mois d'octobre, certaines écoles ont envisagé des initiatives permettant de renforcer la capacité de leurs enseignants. Comme il en est ainsi, donc avec maintenant un mois de report, nous avons décidé d'organiser des formations continues avec nos enseignants au niveau de la maternelle, du premier cycle, du second cycle, pour pouvoir occuper les enseignants en réalité. Donc c'est ainsi que nous avons contacté le CAP pour un recyclage maintenant au moins d'1 mois pour nos enseignants. Et la décision a été bien accueillie par le CAP. Donc plus tard le lundi, nous allons commencer le recyclage des enseignants au lieu de rester comme ça. Donc nous allons essayer de faire des formations pédagogiques, qu'est-ce que nous pouvons améliorer dans notre système maintenant pour pouvoir donner un bon rendement. Certes, ce report a des points positifs, mais nombreux sont aussi les parents qui doivent gérer une présence imprévue de leurs enfants à la maison. C'est comment nous allons gérer nos enfants pendant ce mois, parce qu'il y a d'autres qui étaient inscrits déjà dans les écoles coraniques, qui étaient déjà dans le garage pour des apprentissages. Maintenant, sont revenus à la maison. Il faut les surveiller par rapport au temps qui va venir, parce qu'il y a les grandes pluies qui sont en train de venir. Les caniveaux sont en train d'être curés pour éviter le pire. Il faut qu'on les contrôle maintenant à partir de la maison. Selon les autorités, le report de la rentrée au 4 novembre 2024 est resté conditionné à l'évolution de la situation sur le terrain. Cependant, elles mettront tout en œuvre pour assurer la disponibilité des infrastructures et la sécurité des élèves. Arrêtés la semaine dernière, les 4 employés de la compagnie minière canadienne Barrick Gold ont été libérés selon un communiqué de la société en date du lundi 30 septembre. Selon l'AFP, l'information sur leur arrestation avait été donnée par un responsable de la justice malienne sous couvert d'anonymat qui n'avait pas précisé le motif de ces interpellations ni les fonctions et les identités des 4 employés. Dans son communiqué du lundi, Barrick Gold Corporation a annoncé avoir trouvé un accord avec le gouvernement malien et trouvé une résolution globale aux réclamations et litiges existants sans en révéler les détails. Pour rappel, Barrick Gold est l'un des groupes étrangers qui domine le secteur minier du pays. Il possède avec l'État malien l'un des plus importants complexes aurifères au monde. Hors du continent, depuis maintenant quelques semaines, la tension ne faiblit pas entre Israël et les Hezbollah. Après Gaza, Israël est entré en guerre contre le Liban, désormais cible de bombardements massifs. Aminata Keita. Après le coup porté au groupe armé chiite avec la mort de son chef Hassan Nasrallah, tué vendredi dans une frappe israélienne près de Beyrouth, les dirigeants israéliens avaient averti que la guerre n'était pas encore finie contre le Hezbollah. Dans la nuit de ce lundi, Israël est entré dans une nouvelle phase de cette guerre contre le Hezbollah dans le sud du Liban. L'armée israélienne annonce des opérations terrestres limitées, localisées et ciblées et destinées à viser des cibles et des infrastructures du Hezbollah. Ce matin, l'armée israélienne a fait état de violents combats avec le Hezbollah libanais qui, en riposte, a annoncé avoir tiré des salves de roquettes en direction de la principale base de renseignement militaire israélienne. Selon le ministère de la Santé du Liban, le bilan s'élève à plus de 1000 morts depuis les explosions des systèmes de transmission du Hezbollah au Liban le 17 septembre, imputés à Israël et l'intensification des frappes qui ont suivi. De l'autre côté, plusieurs pays dont la France, l'Allemagne, le Canada, le Royaume-Uni, la Bulgarie ou encore le Portugal ont organisé des évacuations de leurs ressortissants résidant au Liban. Les agences de l'ONU ont lancé un appel de plus de 426 millions de dollars pour une aide urgente pendant 3 mois, d'octobre à décembre 2024, aux centaines de milliers de déplacés par les frappes israéliennes au Liban. Une demande qui avait été formulée par le Premier ministre libanais Najib Mikati afin de mobiliser des ressources urgentes pour les civils affectés par l'escalade du conflit ayant conduit à une crise humanitaire au Liban. Des frappes aériennes ont visé parallèlement la banlieue sud de Beyrouth, un bastion du Hezbollah,
les environs de Damas en Syrie ainsi que la bande de Gaza, où Israël mène depuis le 7 octobre 2023 une offensive en représailles à l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas. Aujourd'hui, le bilan à Gaza est estimé à 41 638 morts selon le ministère de la Santé du Hamas. En bref, Air Burkina a annoncé la reprise de ses vols régionaux à partir du 2 octobre, notamment vers Cotonou, Abidjan, Accra, Bamako, Niamey et Lomé. Une relance des activités qui entérine la fin d'une période d'incertitude pour le personnel, mis au chômage technique depuis fin mai dernier pour manque d'aéronefs et l'arrêt total de l'exploitation. Et c'est le samedi 30 septembre dernier que le transporteur aérien burkinabé s'est doté d'un Embraer 190 réceptionné à Ouagadougou. L'appareil dispose de 6 sièges en classe affaires et 92 en classe économique. Et on termine avec le sport. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a été sanctionné par la commission de discipline de la FIFA pour 6 mois. Les explications de Soumaïla Fani. Élu président de la Fédération camerounaise de football en 2021, Samuel Eto'o n'a cessé depuis de faire parler de lui. Hier lundi 30 septembre, la commission de discipline de la FIFA lui a infligé une lourde sanction. Une suspension de 6 mois lui interdisant d'assister aux matchs des équipes représentatives du Cameroun, toutes catégories confondues, aussi bien masculines que féminines. Cette sanction fait suite à des incidents survenus lors du 8e de finale de la dernière Coupe du monde féminine U20 qui opposait le Cameroun au Brésil à Bogota le 11 septembre 2024. À la suite de ce match mouvementé, entaché par de nombreux faits de jeu et de pénaltys contestés, les Lioncelles du Cameroun ont été éliminés. Au cours de ce match, selon l'instance disciplinaire de la FIFA, Samuel Eto'o avait mis la pression sur les arbitres en violation des principes du fair play. Cette suspension s'ajoute à une série de controverses que marque la présidence de Eto'o à la FECAFOOT. Entre tensions avec des figures politiques camerounaises et désaccords avec certains joueurs clés de l'équipe nationale, sans compter son bras de fer avec le sélectionneur Marc Brice soutenu par le ministère des Sports, cette nouvelle affaire nourrit les critiques de ses détracteurs. Et c'est ce qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Le programme continue sur votre chaîne favorite. Bonsoir à tous et à demain.